rédaction, je ne propose pas de parler dans le webinar puisque nous avons pas mal de personnes. Par contre, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Je propose… Ah, d'accord, vous ne voulez pas parler. Ça tombe bien parce que moi, je veux parler, rédaction. On y va. Merci, Sylvain. Donc, récolte des contenus métiers. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les méthodologies et quelles sont les pratiques traditionnelles et moins traditionnelles? Alors, on va peut-être d'abord recamper un peu la problématique. Pourquoi est-ce que je propose ce webinaire? Parce que nous sommes dans une ère d'infobésité permanente où on est dans une tendance à produire énormément de contenu et parfois même à privilégier le quantitatif sur le qualitatif pour rester top of mind, comme on le dit en bon anglais, et qu'effectivement, chaque seconde, quand vous imaginez qu'on a 60 000 recherches qui sont effectuées sur Google chaque seconde, qu'on a 7600 tweets qui sont expédiés chaque seconde, qu'on a 600 pages ajoutées sur Wikipédia chaque seconde et qu'on a 850 commentaires publiés sur Facebook chaque seconde, on se dit qu'il y a une pléthore de contenus et pourtant, on peine au marketing à recevoir des contenus qualifiés, à recevoir des contenus métiers. Et donc, la problématique, en fait, elle est là, c'est que, à la fois, ces chiffres démontrent que le contenu est essentiel parce que c'est le contenu qui fait vivre effectivement le web et qui fait vivre les communautés, qui fait vivre la relation annonceur-client. Et en même temps, on est censé encore, au marketing, convaincre en permanence les directions métiers que ce contenu est essentiel. Ces chiffres ne suffisent pas à les convaincre bien souvent et dès lors, il faut trouver d'autres dispositifs pour pouvoir mettre en place cet échange, cette co-construction du patrimoine éditorial qu'il faudra utiliser et actionner au marketing. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contenu métier? Contenu métier, c'est un regroupement d'informations qui sont tantôt techniques, tantôt spécifiques, qui vont être propres à une famille de compétences, qui sont propres à une activité au sein de l'entreprise. Et ce regroupement d'informations, cet ensemble de formations, ce patrimoine dont je parlais tout à l'heure, peut être remobilisable au sein de documents. D'accord? Alors, ce seront effectivement des documents techniques, vraisemblablement. Et donc, tout l'enjeu pour le marketing, c'est d'aller chercher ces contenus et ces informations techniques spécifiques, qualifiées et très précises, et de les traduire en une information qui pourra être intégrée dans le cycle décisionnel, dans le customer journey, dans le parcours client. Ce seront des documents imprimables, ce sont des sites web, ce sont des plaquettes, ce sont des tutoriels, c'est de l'applicatif mobile, ça peut prendre une multitude de formes. L'idée, c'est quoi? C'est que, en tout cas, il y a là une connaissance métier d'un auteur source qui est très, on va dire, précieuse pour le marketing, pour pouvoir vraisemblablement d'ailleurs beaucoup plus dans les dernières phases en fait du processus décisionnel, mais pour pouvoir projeter la cible dans sa prise de décision et pour pouvoir la convaincre de la qualification de l'offre par rapport à son besoin. Il faut savoir quand même que certains profils techniques vont nécessiter 8 à 10 ans pour avoir tout l'ensemble et tout le prisme de sa compétence. Donc, c'est dire si nous, au marketing, on ne peut pas avoir cette connaissance et ce détail de connaissances et de compétences. Et donc, c'est dire aussi sur, même si on a 5 à 10 personas, il va y avoir des variétés de besoins et des déclinaisons très personnalisées de besoins que seul un responsable métier va pouvoir, lui, à la fois projeter, à la fois décrire et à la fois, effectivement, traiter. Et c'est en cela, évidemment, qu'on va à un moment se distinguer au fond de la concurrence. Ce ne sera pas dans le premier niveau, on va dire, de prise de décision qui est la prise en compte d'une problématique et la considération d'un problème. C'est beaucoup plus dans l'aspect de la comparaison des solutions et de la confrontation de l'offre aux besoins spécifiques de notre audience. Alors, du coup, je propose qu'on voit les différents enjeux de cette problématique de contenu métier. Les différents enjeux, c'est quoi? C'est de mettre en place un processus collaboratif
de production fluide, efficace, fiable. Donc là, la problématique, elle est quoi? C'est déjà la mise en place du processus, parce que qui dit processus va dire changement de culture, va dire aussi intégration de nouveaux réflexes, de nouvelles routines, et donc tout ce temps d'adaptation est long et chronophage. Et puis alors, il y a le mot collaboratif qui suppose effectivement une vraie collaboration. Et on verra d'ailleurs que le problème des méthodes très traditionnelles, telles que la charte éditoriale, telles que les templates de contenu ou les questionnaires de contenu, ont cette problématique que c'est pas du tout en mode collaboratif, c'est qu'on va utiliser des outils propres au marketing pour aller solliciter de l'information qui, a priori, n'est pas marketing. J'y reviendrai. Deuxième enjeu, c'est qu'il faut faciliter le travail des acteurs de la chaîne. Et à partir du moment où on met en place un processus qui sera surtout orienté marketing, ça ne facilitera pas nécessairement le travail des acteurs et on récoltera moins que ce qu'on pourrait récolter. Donc là encore, on va devoir travailler sur cet aspect de facilitation et d'outillage. Et quand je parle d'outils, de nouveau, c'est pas de leur donner nos outils à nous, c'est de créer des outils avec eux qui leur convient et qui les concernent. Assurer la délivrabilité des contenus en bonne et due forme, aspect très courant et situation très très courante d'une tentative de processus collaboratif, ce sera effectivement de proposer des templates en Word qu'on enverra aux directions métiers pour leur demander de produire un article ou une fiche conseil sur tel ou tel élément de l'offre. Et quand on retraduira ces éléments-là en un article à publier sur le site, eh bien on verra que la direction métier n'est pas du tout contente parce que dans l'édition, on a été approximatif, on a été évasif, ou on a transformé des concepts et où du coup c'est plus assez qualifié par rapport à la source. Et donc là, tout le monde perd du temps dans la récolte de l'information source, dans la transformation de cette information source en une matière un peu plus digeste pour l'utilisateur final. Et du coup, toutes les parties sont malheureusement mécontentes. Et puis, dernier enjeu, c'est quoi? C'est accompagner les fluctuations. Fluctuations en termes de demande et d'offres, en termes aussi de SEO, le traffic manager qui, à un moment, va dire, voilà, on a une nouvelle offre aujourd'hui, des nouveaux produits, des nouveaux services. Il faut absolument visibiliser ça par rapport à la concurrence qui est beaucoup trop visible si nous, on veut rapidement pouvoir convertir. Et donc, on va devoir aussi intégrer ces exigences SEO, actualité produit, notoriété, dans tout ce workflow, dans ce processus collaboratif. Donc ça, c'est un peu les différents enjeux que nous rencontrons au quotidien quand on met en place de la gouvernance éditoriale et ce processus effectivement de récolte de contenu métier. Alors, je vais vous montrer maintenant la méthode courante, c'est-à-dire des dispositifs qu'on a généralement mis en place historiquement auprès de direction communication dans cet échange et dans cette collaboration ou cette tentative de collaboration avec des directions métiers. Alors j'appelle ça la méthode secouée parce qu'au fond, je vous dis, c'est que c'est une méthode assez opportuniste qui vise pour la direction de communication et marketing à dire aux directions métiers, nous avons besoin de vous visibiliser, nous avons besoin de vos contenus pour pouvoir vendre et pour pouvoir donner envie à l'utilisateur d'adhérer à nos produits et de les engager avec la marque. Mais le problème, c'est qu'on va utiliser nos propres méthodes, nos propres cerveaux, nos propres grilles de pensée et nos outils aussi. D'accord? Donc, je ne dis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas le faire, mais il faut être conscient que du coup, c'est beaucoup plus, la greffe prend beaucoup plus difficilement et qu'on n'a pas toujours le résultat escompté parce que c'est beaucoup plus difficile pour les directions métiers de se mettre dans nos chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ces méthodes traditionnelles? C'est quoi ces méthodes traditionnelles? Ce sont des outils qui, en général, vont susciter le cognitif, c'est-à-dire l'idée de faire des choses, mais par la pensée. C'est-à-dire qu'on va associer effectivement de l'action à un processus mental et à un objectif qui est purement cognitif. Alors, on a trois éléments, trois piliers sur ces outils. On a d'abord
des outils qui vont permettre de mesurer en fait le patrimoine éditorial, un inventaire de contenu, un inventaire qualificatif ou qualifiant des contenus et des critères de performance. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va créer, par exemple, un calendrier éditorial et ce calendrier éditorial aura des indicateurs de performance où on mettra des niveaux, typiquement sur une newsletter, par exemple, taux d'ouverture et taux de clic sur les différents contenus de cette newsletter. Donc ça va être des outils de mesure qui vont nous permettre après de dire, eh bien, sur la base de l'inventaire des contenus que nous avons fait, inventaire qui se fera aussi, par exemple, en tenant compte de la visibilité des contenus, du nombre de visites qu'on a sur les pages aujourd'hui, du taux de lecture, du temps de lecture qu'on a sur ces contenus, et qui permettra derrière de dire nous avons besoin de contenu métier venant de telle direction, de telle équipe, de telle section. Après, il y a une autre famille d'outils qui sont des outils de chartage, qui vont vraisemblablement, en plus de demander des thématiques aux directions métiers, qui vont leur indiquer également qu'il faudra qu'elles traitent ces thématiques sous forme d'interview, sous forme de dialogue, dans un registre soutenu ou plutôt courant, en utilisant le vous et le nous. Bref, on va carrément y flanquer des consignes rédactionnelles et voire même un calendrier, c'est-à-dire une quantité et une série de thématiques variées et diverses. Et après, on va y associer encore un troisième pilier qui sera la qualité. Et donc la qualité, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de structurer au niveau de l'organisation cette chaîne de production, c'est-à-dire que auprès des départements, nous aurons donc des contributeurs de ces directions métiers. Ces contributeurs fourniront de la matière brute, matière source, qui sera validée par leur direction. D'accord? Et donc là, on aura des rôles et responsabilités. Cette direction nous rendra ou nous donnera la matière source qu'on va transformer, éditer. Et à partir de là, nous allons leur rendre en fait le produit édité pour validation. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où souvent, du coup, sur la base d'un questionnaire, on reçoit de la matière qu'on édite, mais que quand on la renvoie auprès de la direction métier, elle trouve que ça manque de corps, ça manque de crédibilité, ça manque de tenue, parce que c'est un peu dévoyé. Donc voilà un petit peu les différents piliers qu'on va avoir dans des outils traditionnels de récolte de contenu métier. Ok, donc typiquement, c'est quoi? Une charte éditoriale, d'accord? Une ligne éditoriale dans laquelle on aura donc des indications éditoriales et rédactionnelles très claires, très détaillées sur les dispositifs, sur le mode de traitement et sur les fonctionnalités. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que déjà, a priori, la charte doit être un document très clair, pratique, simple d'utilisation, à la fois pour le comité du pilotage, mais également pour l'équipe éditoriale. D'accord? De préférence, elle sera accessible en ligne, ce qui permettra de la mettre à jour de manière assez régulière, de modifier du coup la typologie de contenu en fonction des nouveaux formats qui seront mis en ligne, et également, évidemment, d'être accompagné de webinaires ou d'ateliers pour l'appropriation par les contributeurs de cette charte. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'il suffit de regarder. Hein, nous, on a tendance à faire des chartes qui sont assez compactes, mais elles font quand même une trentaine de pages. Et puis de nouveau, on utilise un jargon qui est le nôtre. Ce sont nos éléments de langage. Quand on parle de mode de traitement éditorial, fonctionnalité, éléments fondateurs, les cibles, les objectifs, les axes, c'est du contenu métier, ça. Donc, en fait, la problématique, si vous voulez, c'est qu'on pleure pour avoir des contenus métiers, d'autres métiers qu'on ne maîtrise pas, mais nous aussi, on a un métier que l'autre métier ne maîtrise pas. Et donc, on continue de parler deux langages séparés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais là, pour le coup, ça veut dire effectivement que ce genre d'outil sera limité à une partie ou une portion très congrue de gens qui ont des aptitudes et des compétences communicationnelles. Deuxième type d'outil, c'est effectivement de faire une sorte de mapping, de segmentation des contenus, avec les contenus prioritaires, des contenus essentiels ou des contenus de niche, et de ficeler une chaîne éditoriale derrière en ayant le choix des sujets qui est validé avec les directions métiers, et puis sur la production, la validation, la publication. Typiquement, ça peut fonctionner, mais de nouveau, ça demande tout un travail de changement aussi. Donc, c'est
beaucoup de temps dans ces projets-là est consacré à l'appropriation de nouveau et puis simplement aussi à la communication sur ces outils de communication. C'est un vrai chantier, effectivement, voire même ça doit être impacté jusque dans les RH qui doivent pouvoir mettre dans les descriptions de fonctions de nouvelles compétences et de nouvelles aptitudes puisque on a un vrai sujet à part entière en plus à traiter dans sa journée de travail. Autre outil très classique, très tendance, surtout avec les outils en ligne comme Trello et autres, c'est le calendrier éditorial. On peut très bien se dire, on va, tant que faire se peut, leur faciliter le travail, on leur donne un accès à la partie qui les concerne du calendrier éditorial qu'on aura mis en place en fonction des campagnes marketing et des sujets SEO que l'on va devoir traiter. Et en fonction de ça, effectivement, on travaillera, je ne sais pas moi, typiquement ici, regardez, sur la qualité ou sur… Ici, c'est Trello dont je parle, Alice, qui est pas mal du tout, qui est assez bien fait. Il y a une version gratuite qui vous permet, vous voyez, de travailler par colonne et par carte. Vous permet également de le partager. Vous voyez ici les vignettes où il y a plusieurs personnes. Vous permet de mettre des tags et vous permet de basculer en vue calendrier pour que vous puissiez voir effectivement dans un vrai calendrier comment ça fonctionne. Donc, c'est pas mal du tout, mais encore, c'est un calendrier qui nous regarde, qui nous concerne, et où c'est un outil du coup supplémentaire pour eux dans leur qui n'est pas nécessairement en phase avec leur propre calendrier d'action et d'activité. Alors en fait, on va avoir encore un autre type d'outil qui est une forme un peu fruste de la charte éditoriale qu'on va appeler infographie ou checklist. Et là, typiquement, regardez, hein, ici, on a une checklist, elle fait 1 à 4, la checklist. On l'utilise très souvent dans des projets où on veut pas justement qu'il y ait trop d'impact sur le côté de la gouvernance. Là, du coup, on va avoir des formats très compacts. Ici, c'est 1 à 4. Vous voyez, présentation, une idée par paragraphe, des paragraphes espacés, un intertitre tous les 3-4 paragraphes. Et donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, comme c'est une checklist, vous aurez effectivement, oui, alors je vois qu'il y a 2 personnes qui ne voient rien, alors qu'il y a effectivement un support qui est en train d'être passé depuis le début. Donc, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi vous ne voyez pas. Peut-être aller voir dans vos paramètres et dans votre roue crantée en haut que vous voyez bien à l'écran ce qui se passe. Et sinon, vous l'aurez à la suite avec le MP4, effectivement. Alors, on a aussi le gabarit éditorial, vous voyez ici le 3e. Donc, on a soit une infographie qui montre une composition d'articles d'actualité, par exemple, une checklist et puis un gabarit. OK. Et dans le gabarit, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, c'est typiquement ce type de formulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. On commence par le contexte. Qui est mon public cible? Quel est son lien avec l'annonceur? Et est-il client, prospect, B2C, B2B? Donc typiquement, imaginez, vous êtes dans la direction de métier, donc par exemple, contrôle qualité, d'accord? Contrôle qualité chez, par exemple, Sonos. Je ne sais pas si vous connaissez les systèmes, les enceintes son Wi-Fi Sonos. Et donc, vous êtes, vous, au contrôle qualité chez Sonos, vous devez produire un article ou un contenu parce qu'on sort une nouvelle gamme ou on a sorti une nouvelle gamme d'amplificateurs et on voudrait que le contrôle qualité intervienne du coup pour montrer et pour insister encore sur le côté très innovant et très qualitatif de ces systèmes. Et donc, ça veut dire qu'à la direction métier chez eux, ils vont devoir remplir ce type de formulaire. Et donc, on va leur demander qui est mon public cible. Mais en même temps, c'est peut-être pas eux qui doivent le savoir, c'est vous qui le savez puisque c'est vous qui voulez toucher une audience particulière. Quels sont liés à l'annonceur? Pareil, s'il est au contrôle qualité, ben, c'est peut-être pas lui qui va pouvoir répondre. Donc déjà là, ça veut dire qu'on doit co-construire ce genre d'éléments-là et donc on doit se retrouver autour d'une table pour en parler. Après, on va leur proposer ou leur demander des mots-clés. Mot-clé principal, deuxième mot-clé, troisième mot-clé. Il y a fort à parier aussi, sauf de nouveau s'il a des aptitudes et des compétences en rédactionnel, qu'il ne les connaît pas et qu'il ne sait pas ce qu'on veut dire par mot-clé principal. Donc ça veut dire que même ces outils succincts, très simple à utiliser, très léger puisque c'est une page et puisque c'est nécessite un rassemblement, une mise en concordance et une mise en abîme de ces différents outils, d'expliciter effectivement leur objectif, leur finalité, etc., etc. Et donc, ça veut bien dire que même là, si on n'a pas cette co-construction, si on n'a pas effectivement cet adoubement de ces outils, ça ne fonctionnerait pas. Et je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est précisément
précisément parce que souvent, vos récoltes de contenu ne fonctionnent pas. Alors, on va essayer des méthodes un peu plus créatives qui vont, on va le voir, être assez tournées en fait et orientées vraiment utilisateur final pour le coup, mais pas final, c'est-à-dire vraiment les responsables métiers et les gens de ces départements. Et je parle de méthodes plus créatives au sens où c'est vrai qu'elles vont sans doute solliciter un peu plus d'énergie, un peu plus, pas sûr que ça sollicite plus de budget, mais un peu plus d'énergie, certainement un peu plus de temps au démarrage, mais vous verrez que au final, elles sont beaucoup plus productives et beaucoup plus rentables. Alors je vous les montre. Et donc là où on était parti sur des méthodes secouées qui sont un peu utiliser nos outils, faites-vous à nos outils parce que c'est le bien de l'entreprise, de l'organisation et de notre offre, nos produits et nos solutions qui est en jeu. Ici, on est davantage dans dites-moi ce dont vous avez besoin et on travaillera ensemble pour vous le fournir et nous en tirerons également des fruits. Donc on est ici vraiment, quand je vous dis de la co-construction, c'est aussi effectivement cette idée de construire ensemble pour le bien des deux parties prenantes, voire même de toutes les parties prenantes. Alors, du coup, ces méthodes-là, un peu plus créatives, comme je vous le disais, elles vont davantage solliciter l'affectif et le conatif que le cognitif et le cognatif. Alors, je vais vous en montrer 5 qui fonctionnent parce qu'on l'a fait. Alors, non seulement on l'a fait, et puis on va vous montrer des études de cas aussi qui sont pas de chez nous pour le coup, mais qui sont tout à fait probantes. Les premières, c'est les rencontres métiers et les ateliers. Deuxième, c'est former ces métiers spécifiques à la digitalisation de leur métier. D'accord? Donc, c'est les former, eux, aux enjeux, en fait, de la digitalisation, du contrôle qualité, du service des achats, etc., etc. C'est de créer des conteneurs métiers et non pas des conteneurs marketing, comme je vous ai montré, avec qui est votre cible, les mots-clés, etc. C'est de créer une plateforme de contenu centralisée où tout le monde, du coup, va chercher des contenus qui sont mis à disposition pour eux et du coup, il y a une sorte d'échange. Un peu comme, je ne sais pas si vous voyez SlideShare qui est lié aujourd'hui à LinkedIn où vous pouvez aller récupérer des slideshows et des PowerPoint d'autres personnes et moyennant vous qui mettez également vos propres slideshows et donc il y a cette logique de un prêté pour un rendu et c'est de la connaissance collective, de l'intelligence collective. Et puis mon chouchou, le podcast, qui est un dispositif pour le coup très créatif, très éditorial, mais qui a cette capacité de fédérer énormément, à la fois en interne et en externe. Et donc, c'est pour moi vraiment un petit bijou de la co-construction d'une stratégie de contenu. Alors, je vous les montre. Sur les rencontres métiers et les ateliers, rien de tel. Je vous ai mis d'ailleurs les bit.ly, donc les URL raccourcis ici, que ces deux super études de cas chez Axias, qui a lancé le club des acteurs de la digitalisation des achats, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème effectivement au service des achats, d'abord pour obtenir de l'information, mais eux-mêmes pour comprendre à quel point le métier allait et devait changer pour pouvoir au mieux répondre aux besoins. Et donc, vous verrez qu'ils ont créé une sorte de club avec des animations, avec des soirées conférences, avec des soirées débats, avec un forum dans lequel ils allaient partager des contenus métiers sur les achats et la digitalisation des achats. Donc, on avait des soirées, des petits groupes, des ateliers qui permettent aux participants d'échanger sur une problématique et de partager des bonnes pratiques autour d'une table ronde, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il suffit en fait pour le service com et marketing de co-organiser ce genre d'événements. On en fait du coup des événements intra-organisation qui sont complètement validés et complètement encouragés par les différentes directions, qui mettent en valeur le travail à l'interne, qui mettent en valeur les collaborateurs et qui permettent de récolter pour chacun de la matière, du contenu et de la valeur ajoutée. Typiquement, autre exemple, chez Total, où ils ont depuis des années maintenant, ça fait 15 ans plus ou moins que moi je suis le dossier chez Total de la formation justement des métiers. C'est de cette dame que j'ai pris notamment ce chiffre et cette statistique. Il faut à peu près 8 à 10 ans pour former certains responsables métiers et avoir tout le prisme des compétences. Et qui eux, alors qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors, que faire quand il faut traduire le contenu métier pour des gens qui ne sont pas du métier? On y reviendra, France, effectivement, sur cet aspect-là. J'y reviendrai parce que c'est important. Donc, chez Total, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils se sont dit, donc, de nouveau, c'est de la formation, là. Donc là, on est sur de la création de contenu métier pour former les jeunes apprentis, les nouveaux arrivants dans ces métiers-là, dans ces compétences-là. Ils ont trouvé déjà un dénominateur commun et un modèle de contenu commun, c'est le PowerPoint, parce qu'ils se sont rendus compte que plutôt que du Word, que plutôt que de l'Excel, que plutôt de s'il y avait bien un outil que tout le monde utilise en général dans ces métiers-là, que ce soit dans le business, dans l'opérationnel ou dans la qualité, c'est le PowerPoint. Et donc, ils ont travaillé à partir de PowerPoint et ils ont fait des sessions avec les responsables métiers, avec les seniors, avec les anciens, sur tout ce qu'il fallait effectivement pouvoir transmettre aux jeunes générations. Et ce faisant, ils ont aussi pu identifier ce qui allait être essentiel au niveau du marketing. Alors, comment est-ce qu'on traduit le contenu métier pour des gens qui ne sont pas du métier? Ça, au fond, après, c'est de la popote interne et c'est là que la gouvernance est essentielle aussi. C'est que ce qui est important d'avoir, c'est de l'information brute au démarrage. Après, pour autant qu'elle soit effectivement correcte, il y a un moment où il faut que le marketing puisse s'approprier cette information et devenir owner du content. Donc, la seule chose qu'il faudra qu'elle vérifie, cette équipe marketing, c'est que ce qu'elle dit est correct. D'accord? Mais sur la traduction des contenus métiers pour des gens qui ne sont pas du métier, l'idée, c'est de travailler justement sur ce fameux chartage, cette ligne éditoriale et cette charte éditoriale qui permettra de formaliser ces éléments de traduction avec la validation évidemment des auteurs sources qui connaissent le périmètre de l'applicabilité de cette traduction. Et à partir de ce moment-là, on aura un référentiel. D'accord? Alors j'imagine, France, que quand vous dites des gens qui ne sont pas du métier, ça veut dire traduire ces éléments-là pour une cible finale. C'est ça? Vous voulez dire. Et dès lors, normalement, ça c'est une compétence qui incombe au marketing. C'est le marketing qui connaît ses personas, c'est le marketing qui connaît les éléments de langage de sa cible, avec notamment tous ceux du traffic management aussi, qui peuvent savoir effectivement que typiquement quand on travaille chez Yves Rocher, qu'on va parler d'hydratation ou d'anti-âge, de traitement contre la vieillesse de la peau ou le vieillissement de la peau, on n'utilisera pas nécessairement acide hyaluronique, mais on utilisera effectivement des composantes anti-âge ou des ingrédients anti-âge et qui auront les équivalents et les traductions pour les gens non de métier. Ça, j'ai envie de dire que c'est même le socle d'un bon marketeur et d'un bon communicant, c'est d'être capable de traduire des contenus métiers en des contenus non métiers. D'accord? Et pour ça, il n'y a rien à faire, mais le SEO est essentiel. Il suffit d'utiliser des outils. Je viens d'ailleurs on vient de publier ce matin sur We Are the Words un article sur optimiser la visibilité de vos contenus. Je vais vous en donner le lien tout de suite. Et où dedans, vous aurez des outils justement qui vous permettent de voir les requêtes. Voilà, je vous le mets ici, qui vous permet de vérifier les requêtes de vos utilisateurs. Et donc, c'est la base même, c'est d'aller d'abord effectivement vérifier les requêtes de vos utilisateurs pour pouvoir mettre en concordance les contenus sources que vous allez recevoir de vos auteurs sources et de vos responsables métiers. Je suis en train, tout en parlant, de chercher un exemple, parce qu'on en a deux, trois, de chercher un exemple typique de ce type de... Alors, j'en ai peut-être un, effectivement, quand on travaillait en communication interne chez... je ne sais plus chez qui, un grand groupe d'énergie, Engie, voilà, Engie pour ne pas le nommer. Et donc, on avait en interne, on avait ce concept de petit chômage. Je ne sais pas s'il y en a qui se travaillent dans la RH parmi vous. Et ce concept de petit chômage qui était très, très, très compréhensible et familier de tout le département RH, qui savait ce que ça voulait dire le petit chômage, tandis que certainement les jeunes qui venaient de rentrer dans l'entreprise, et peut-être même d'ailleurs les moins jeunes, ne savaient pas à quoi ça correspondait. N'imaginez pas qu'il y ait un petit chômage, un moyen chômage et un grand chômage. Et donc forcément que la première étape qu'on a faite et qu'on a parcourue dans la réécriture des contenus de tout l'intranet, c'était d'abord de faire un référentiel de concepts et de notions.
C'est-à-dire que par quoi pouvait-on traduire, dans quelles circonstances, le concept de petit chômage? Et donc, c'était congé exceptionnel, congé particulier, congé temporaire, etc., etc. D'accord? Bon, j'imagine, France, que ça répond à votre question. Et si pas, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail pour qu'on en discute par la suite. Donc ça, c'était sur les rencontres métiers et les ateliers. D'accord. Alors c'est vrai que ça va générer du coup du travail, il faut organiser autre chose et vous allez me dire, bah, Muriel, là où déjà on aurait dû faire le chantier d'aller créer une charte éditoriale, tu voudrais qu'en plus on organise des rencontres métiers. Donc comme je le disais, c'est beaucoup plus sollicitant, mais néanmoins en termes de retour et d'investissement et de part de dons et de contre-dons, or si vous regardez bien au final avec l'utilisateur final aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe, c'est qu'on reçoit l'engagement de nos cibles si on leur donne quelque chose et on est dans cette logique de dons et de contre-dons. Et puis là, je vous dis pas le capital de contenu qu'on a par après, on rentre dans une sorte de cercle vertueux de production permanente de contenu, ça devient une culture du contenu. Deuxième possibilité, je vous le disais, la formation à la digitalisation des métiers. Un exemple plus simple, c'est de proposer aux directions de métier de passer chez eux une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, de leur envoyer un mini rapport, de leur envoyer un mini coup de sonde sur les performances de leur page à eux sur le site internet et de leur expliciter les performances de ces pages-là sur les offres, sur les solutions, les mots de recherche qui amènent aussi les gens à venir sur ces pages-là, et puis de les confronter, par exemple, à la concurrence, à d'autres produits, à d'autres offres, etc. Alors attention, pas se contenter de faire un rapport, de l'envoyer de nouveau avec notre jargon et sans accompagner cela d'un commentaire ou d'une exégèse. C'est bien effectivement à la fois de les sensibiliser à ce qui s'est passé, à leur donner des éléments de réponse également, à leur poser des questions sur tiens, comment se fait-il à votre avis que? Est-ce que c'est une question de saisonnalité? Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est la campagne qui a été faite fin du mois dernier qui? Donc c'est vraiment de dialoguer là-dessus. Ça permet aussi à la fois de les éclairer simplement sur leur performance, sur l'impact que cette communication a réellement, et puis aussi vous de glaner ici et là évidemment de nouveaux indices pour adapter vos KPI et pour peut-être poser de nouvelles questions. Troisième outil, les conteneurs métiers. Alors, les conteneurs métiers, c'est quoi? C'est que plutôt que d'aller faire ces gabarits, comme je vous montrais tout à l'heure, dans lesquels on va mettre des informations qui nous concernent, c'est qui votre cible, c'est quoi les mots-clés, etc., c'est plutôt, en fait, d'aller leur donner des conteneurs qui les concernent à eux, c'est-à-dire qui va leur permettre de formaliser des données dont ils auront besoin par la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce conteneur va, à minima, permettre de structurer et de standardiser des données chez eux, permettre de soutenir leurs pratiques, de coordonner des données de différents acteurs et avoir un feedback sur des recommandations ou sur de, donc typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, si on prend un exemple, on a travaillé avec Carrefour un moment sur la création de recettes et sur des articles d'inspiration sur différents produits ou sur l'idée, c'était quoi? C'était de revoir d'abord, en fait, comment eux-mêmes avaient structuré dans leur base de données produits les éléments de qualification sur les tomates, sur les différents types de courgettes, sur les différents types de cucurbitacées, sur les différents types de produits asiatiques, etc., etc. Et donc, on a re-challengé, en fait, toute leur manière, eux, d'encoder et de conditionner auprès des responsables produits les différentes données qu'ils avaient. Et aussi d'intégrer dans ces différentes données des éléments qui nous ressortaient des différentes newsletters, des questions clients, etc. Et donc d'avoir, si vous voulez, un format un peu plus exhaustif et un peu plus riche que des simples data produits très élémentaire et parfois très lacunaire d'ailleurs, que ce soit de l'origine du produit, on a pu ajouter typiquement une classe de prix, on a pu ajouter aussi des éléments d'écologie, du côté bio, du côté tendance, du côté végétarien, pas végétarien, donc toutes des nouveaux agréments et des nouvelles données qui n'étaient pas à la base et qui du coup ont permis de croiser aussi, si vous voulez, ces conteneurs entre différents services. Donc l'idée, c'est d'aller au plus simple
et déjà d'identifier 3 à 5 données faciles à renseigner de façon structurée, donc de nouveau pour eux, et à partir de là, de tester un template pour eux. Donc, au fond, la proposition ici, ce n'est pas donnez-nous du contenu, c'est plutôt, tiens, quels seraient chez vous les contenus qu'on pourrait factorer, industrialiser, ou en tout cas le type de renseignement qu'on pourrait factorer et industrialiser pour vous faciliter le référentiel. Un peu comme les PowerPoint dans la formation qu'on avait chez Total tout à l'heure. Et donc, d'assurer en fait de créer un conteneur qui soit utile aux professionnels, qu'ils puissent partager avec d'autres professionnels pour identifier, faciliter et mesurer chez lui des problématiques et donc trouver des solutions et du coup y ajouter des indicateurs. Donc ça, c'est un autre type de conteneur. Après, on a aussi la plateforme de contenu qui commence un petit peu à poindre et à voir le jour dans certaines organisations. Alors typiquement, nous avons développé, ou nous sommes en train de développer depuis 2-3 ans, ce type de plateforme. Donc c'est une plateforme qui aide à la production, à la gouvernance et à l'édition de contenus multilingues, puisque ça fonctionne dans plusieurs langues, et où du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des projets, comme vous voyez ici. Donc là, on va avoir le calendrier novembre, calendrier octobre, les études, calendrier septembre, août, d'accord, contenu froid, nouveau site, contenu inbound de la stagiaire, etc. Donc ça, ce sont les différents projets dans lesquels on a des contenus. D'accord. Donc, vous voyez ici contenu. Vous avez validé ce contenu, vous voulez reprendre la rédaction, vous voulez changer d'avis. Et dedans, regardez qu'on a un modèle, on a des consignes. Ici, c'est le chapeau. Mise en bouche, micro-contenu d'appel, résumé ce que fait le produit en 230 signes. UVP, Unique Value Proposition, proposition de valeur. Quel est l'atout majeur de votre produit? Unique Selling Proposition. Quel est le premier bénéfice de votre produit pour l'utilisateur? Et donc ça, si vous voulez, ce sont des conteneurs. Vous voyez ici, modifier le conteneur qui contient un surtitre, des mots-clés, un titre, un chapeau, UVP, USP1, USP2. Et donc, ça veut dire aussi que l'intérêt là-dedans, c'est que comme tout le monde va avoir accès à différents conteneurs, à différents projets, à différents contenus, mais pourra aussi accéder à des contenus qui seront mis à leur disposition typiquement. Imaginons qu'on parle de la Saint-Valentin, on parle des impôts, on parle des vacances. Toutes les directions métiers vont être concernées par ces marronniers et voudront effectivement avoir du contenu, voilà, et du grain à moudre pour pouvoir utiliser ça comme prétexte. Eh bien, ça veut dire que nous-mêmes, on leur donnera des modèles de contenu qu'ils pourront réutiliser à leur sauce, ou se dire aussi, ah ben tiens, non, puisque machin est en train d'écrire un article là-dessus, moi je passe mon tour, je parlerai d'autre chose. Et donc, cette plateforme de contenu va être en fait un peu une place de marché, avec des contenus qui seront partageables aussi avec des consignes éditoriales et avec une assistance, parce que ce genre d'outil vous permet d'avoir une aide, effectivement, et le service marketing est en permanence disponible dessus pour répondre à d'éventuelles questions ou d'éventuelles demandes de production de contenu. Donc là encore, on est dans une logique de co-construction, de collaboration. Et je terminerai avant la session, donc, questions-réponses par le podcast. Alors, je vous donne un très bon exemple. Ici, on est sur l'école d'administration publique Wallonie-Bruxelles, que nous accompagnons maintenant depuis 2 ans et demi sur la notoriété, sur la communication, sur à la fois leur mission et leur programme, en sachant que à la fois, si vous voulez, c'est de la notoriété qui est acquise et qui n'est pas à augmenter, puisqu'on est sur une école d'administration publique, donc leur seule cible, ce sont les fonctionnaires qui eux-mêmes doivent, parce que quand il s'agit de formation effectivement obligatoire, ou peuvent suivre leur formation. Et donc l'idée ici, c'est bien l'avantage de travailler sur, au fond, du content marketing, du brand content plutôt même que du content marketing. Et donc le podcast, on l'a choisi pourquoi? Parce que à la fois, ça permettait de visibiliser l'équipe, les 40 personnes qui travaillent au sein de l'EAP et qui sont les interlocuteurs privilégiés de ces fonctionnaires et de ces agents qui peuvent ou qui doivent être formés, ces agents qui peuvent et qui doivent être formés, en sachant qu'aujourd'hui la mobilité interne est un vrai sujet au sein des administrations, à la fois parce que les ressources sont de plus en plus jeunes et ont une mentalité différente, à la fois parce que quand on sait qu'on fait une carrière effectivement dans une même maison ou dans un même cénacle, il est bon effectivement de voir comment est-ce qu'on peut gravir
gravir les échelons, comment est-ce qu'on peut toujours s'enrichir, comment est-ce qu'on peut se remettre en question. Et donc c'est toute cette idée de nouveau de co-culture, de co-construction, de co-apprentissage, aussi d'éloge en fait à l'apprentissage quotidien qui voulait ou qui devait être mis en avant ici. Et le podcast nous a permis à la fois de faire intervenir des gens de l'équipe, regardez, chef de projet nouvelles technologies au sein de l'EAP, et en même temps de faire intervenir des gens de l'extérieur pour montrer aux agents et aux fonctionnaires que ce qui se pratique et ce qui se défend et ce qui se promeut au sein de l'école est également adoubé, encouragé, pratiqué par d'autres acteurs sur le marché à l'extérieur, d'autres instances, d'autres administrations, d'autres ou des entreprises. Et donc ici, on avait sur l'e-learning qui débarque à l'EAP, on avait à la fois Marjorie Osley qui est responsable du projet au sein de l'EAP, mais également Jean-Marc Évrard, qui lui est responsable du service Learning Technology au SPF, c'est-à-dire au ministère au ministère donc de la pédagogie et de l'apprentissage en Belgique. Et donc ici, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir cette double voix sur un sujet en format podcast parce qu'il y a une certaine, comme je le mettais tout à l'heure, hein, chouchou, je passe à la télé ou je passe dans le poste ou je suis dans la boîte. Donc il y a le côté chaleureux du dispositif, c'est très fidélisant, c'est vibrant, c'est émotionnel le podcast parce que c'est de la vraie voix, c'est authentique. Et puis aussi, il y a du coup en fait cette mise en valeur vraiment du travail. L'intérêt aussi, c'est qu'on travaille sur des épisodes. Donc regardez ici hein, sur la dizaine de podcasts qu'on a fait, transformation digitale, changement humain, coaching, intervision, co-développement, e-learning. Donc on permet d'avoir des vrais sujets. On a des intervenants externes. Bien souvent, on a aussi au fond des agents et des fonctionnaires qui ont suivi ce type de formation et ce type de projet. Donc, ça fédère très fort aussi au sein de l'organisation. Et donc, c'est un vrai dispositif très fédérateur, très consolidant et qui, derrière, crée un vrai patrimoine éditorial intéressant. Donc, voilà au niveau des différents dispositifs. Est-ce qu'il y a des questions, plus ou moins, sur la mise en place ? Très bonne question, Sandrine. J'aime beaucoup aussi les vidéos. On en fait, par exemple, on travaille pas mal avec des départements ressources humaines, notamment dans tout ce qui est recrutement et carrière, sur ce qu'on appelle les role models. Vous voyez, les role models, les modèles de rôle, et on va faire la vidéo. Au fond, si vous voulez, la grande différence, Sandrine, entre le podcast et la vidéo, c'est que le podcast coûte beaucoup moins cher. Et que j'ai envie de dire que vous et moi, on est capable de faire un podcast. Je suis pas sûre, vous, je sais pas, mais moi, je sais que je suis pas capable de faire la vidéo. C'est plus cher, c'est une vraie compétence. Alors, ils sont pas mal écoutés, effectivement. C'est Géraldine Grasque, je sais plus, excusez-moi. Il s'est pas mal écouté, Camille. Voilà, c'est pas mal écouté, Camille. Alors, il y a deux intérêts, si vous voulez, sur le podcast. C'est non seulement, il faut une stratégie de diffusion derrière, évidemment, Camille. C'est-à-dire que on va le publier sur le site, mais bien souvent, on va aller sur LinkedIn, on va aller taguer sur LinkedIn les autres intervenants qui ont participé au podcast. On promeut bien aussi le SoundCloud, qui est la plateforme sur lequel, hein, c'est un peu le YouTube du podcast, sur lequel on va les héberger. On a une stratégie de diffusion, donc à la fois sur du Twitter, sur du LinkedIn, sur du Facebook, dans la newsletter. Donc pour autant, mais ça j'ai envie de dire, c'est pour tous les contenus que vous devez avoir cette stratégie. Et puis l'intérêt surtout, c'est que ce qu'on a tendance à faire, nous, Camille, c'est on va faire un article ou un dossier qui est sur la même thématique que le podcast. Et donc il va y avoir, si vous voulez, une sorte de renforcement de l'un et de l'autre. Et on a des temps d'écoute, on a des taux d'attention sur le podcast qui sont très intéressants. On sait qu'aujourd'hui, les indicateurs qualitatifs du temps de lecture, vous voyez, du temps passé sur une page, sont des indicateurs très opportunistes et très importants. Et ça, sur le podcast, vous l'avez vraiment. Par contre, ça va dépendre aussi, Camille, de la manière dont vous traitez votre podcast. Il faut que dans l'articulation et la scénarisation du podcast, vous ne soyez pas dans une introduction hyper longue et complètement généraliste, si vous voulez, et beaucoup trop abstraite, de la même manière qu'un article ou un dossier web d'ailleurs. Il faut très vite aller dans le vif du sujet et pourquoi pas sur des plus longs podcasts, aller d'ailleurs avec une table des matières et différents sous-chapitres.
Alors, il n'y a pas de longueur maximale, France. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on en a fait des très très courts, de 4-5 minutes, qui marchaient pas mal, mais du coup, on avait une forte production et là, on était plus dans tout ce qui va être du B2C, de la mode, vous voyez, de l'inspiration. Et sinon, sur des sujets un peu plus de fond, si on a 2-3 intervenants, on tourne autour des 15 minutes et c'est très très bien. Après, vous avez déjà vu hein, les podcasts que vous prenez de France Inter et autres, parfois ils font 1 heure, vous voyez. Là, sur le coup, quand on est dans du marketing, moi je dirais 15 minutes, 20 minutes, c'est bon. Et si on est au-dessus, 30 minutes, 45 minutes, alors il faut absolument un chapitrage. D'autres questions? Alors Julie, oui, vous pourrez revoir le webinar. Vous allez recevoir un lien avec le MP3 ou MP4 que vous allez pouvoir télécharger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben oui, Camille, effectivement, on ne peut pas faire l'économie d'une charte éditoriale, ne fût-ce que pour à plusieurs égards. D'abord, tout ce qui va être le registre et la tonalité. Et peut-être même justement les nuances, en se disant que sur des médias comme Facebook ou comme sur le podcast, on sera dans un registre un peu plus courant, hein, que soutenu, et tandis que sur les livres blancs, on sera plus soutenu. Alors, j'y reviens, Sandrine. Mais par contre, je pense que voilà, il faut quand même avoir les intentions. Il faut aussi peut-être simplement formaliser les 3 dimensions du discours de marque: inspiration, relation et transaction. Quels sont les objectifs, quelles sont les missions de l'organisation là-dedans? Donc, rien qu'au niveau éditorial, je pense que le chartage est intéressant. Maintenant, vous avez vu, on peut faire une charte assez courte, voire même la réduire à un A4. Mais il faut, me semble-t-il, toujours pouvoir partir d'un élément de briefing et savoir vers où on va. Ça, c'est une chose. Pas tant que ça, en fait, Camille. C'est-à-dire que n'oubliez pas que dans un podcast, il faut quand même un peu à la manière, si vous voulez, d'un animateur radio. Géraldine, excusez-moi. Mais oui, Camille, c'était ah non, mais non, c'est juste parce que je confonds entre Grasque et GGIJ. Géraldine, dans le podcast, on a comme un animateur, donc lui, il a sa conduite, ça se prépare un podcast. Nous, on prépare nos podcasts, on a une sorte de conduite, de note d'intention, de fil de fer, vous l'appelez comme vous voulez, et c'est là-dedans, évidemment, qu'il va falloir charter. Et le premier chartage, j'ai envie de dire celui qui est le plus important, c'est de s'assurer dans cette conduite qu'on fasse passer vos messages. Typiquement, je vous donne un exemple. On fait aussi des podcasts pour ce qu'on appelle ici, dans le cadre de notre coopérative cliente, une bibliothèque d'objets. Donc, vous pouvez en fait prendre des objets en location. Un Karcher, vous voyez, un nettoyeur haute pression, une pompe à bière, une machine à barbe à papa pour la communion de la petite, des tentes pour la fête d'été, etc. Donc, vous louez du matériel. Dans les podcasts, dans les conduites qu'on fait avec les invités, donc ça va être un responsable d'une initiative zéro déchet, un Repair Café, il est essentiel pour nous, dans les questions qu'on va poser, de susciter des réponses qui traduisent nos valeurs, qui traduisent le consommer mieux, consommer moins, être plus dans la valeur d'usage et moins dans la valeur de possession. Donc ça, c'est du chartage, vous comprenez, Géraldine? Et donc, au fond, il incombe à ce moment-là à un animateur du podcast de s'assurer d'intégrer ces éléments. D'accord? Donc ça, c'était pour la réponse à Géraldine. Quant à Sandrine, il y a un piège à croire qu'une petite structure n'a pas besoin de consignes ou de guides ou de phares dans la nuit. D'accord? C'est très bien de rédiger ensemble, Sandrine, mais j'ai envie de dire, il y a 2 écueils. Le premier, c'est que je pense qu'il y a naturellement, et c'est tant mieux d'ailleurs, une subjectivité ou une patte ou une personnalité que chacun aura et qu'il devra exprimer. Il y a l'éthique d'écriture. Moi d'ailleurs, voilà, vous voyez, je dirige une agence de rédaction, enfin pour partie, puisque We Are the World fait aussi de la rédaction. Je ne vais jamais caviarder les contenus de mes équipes sur des partis pris éditoriaux qui sont
éditoriaux et pas rédactionnels. Je travaillerai effectivement sur le côté plus de la structure, de l'architecture de l'information, du sens, de la compréhension, de la perception, mais certainement pas sur, sauf si c'est trop tendancieux ou que c'est pas dans la charte, sur le choix des mots ou sur une posture éditoriale qui est plus du style. Donc déjà, la co-écriture, il y a cet écueil-là. Sauf si on parvient chacun à prendre un chapitre pour soi et que dans ce chapitre, le traitement qu'on a l'habitude de donner fonctionne bien. Donc ça, c'est une problématique. Et l'autre problématique ou l'autre enjeu, ou j'ai envie de dire l'autre richesse, c'est que c'est précisément dans la variété des sensibilités, des angles et des compétences ou des connaissances de certains sujets qu'il est intéressant de produire des choses différentes et pas co-construites. Donc le problème, et en plus, il faut voir, Sandrine, comment imaginez-vous écrire quoi ensemble? Un article de news, un article d'actualité? J'ai la problématique sur un magazine que j'ai créé moi-même, peut-être vous le connaissez, elfondduvélo.com, qui est un magazine donc sur le vélo au féminin que j'ai lancé en 2014. On vient de terminer, on était il y a 10 jours, une vingtaine de nanas ensemble à gravir le Mont Ventoux. Eh bien, sachez que on est en train d'essayer ensemble d'écrire un article à 4 mains, enfin non plutôt 8 d'ailleurs, donc à 4 paires de mains sur sur cette expérience. Mais c'est très compliqué. C'est compliqué parce que précisément, d'abord il y en a qui l'ont gravi très très vite, d'autres moins vite, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités, parce qu'on n'a pas la même vécu la même expérience. Donc oui, Sandrine, sur certains types de contenus. Moins sur d'autres, et ça ne doit pas être une obligation. Donc à voir. Après voilà, on peut poursuivre cette réflexion, hein, parce que je comprends bien votre. Je crois que ce qui serait plus intéressant dans une petite structure, Sandrine, c'est de concevoir ensemble le planning éditorial, le calendrier, voire même ce que nous on appelle les fils de fer. C'est quoi les fils de fer? Imaginons que vous vouliez faire. C'est quoi votre domaine, Sandrine? Éditeur de logiciels. Ok. Alors, je vais répondre entre-temps à notre ami qui demande d'écouter les podcasts de l'EAP. Je lui vous donne vite le lien vers le bulletin et c'est là-dessus que vous verrez, il y a le format podcast. Alors, Sandrine, imaginons, éditeur de logiciels, imaginons que vous vouliez faire un dossier ou un livre blanc sur les 5 qualités d'un logiciel en truc-muche. Ce que vous pouvez imaginer de faire ensemble, c'est de construire le fil de fer au sens de quels sont les éléments que l'on va traiter dans ce dossier et quels seront ces critères de qualité. Donc, on peut très bien imaginer que sur le fond, vous conveniez ensemble du cadrage, expertise technique et mise à niveau, pas gagnée par mes collègues. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sandrine? Ça veut dire qu'ils ont l'expertise technique ou non? Rien, France. Voilà, c'est ça. Eux, ils sont dans leur jargon. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir comment vous allez pouvoir, c'est de nouveau la même problématique. Je ne sais pas si c'est vous qui posiez les questions tout à l'heure. C'est qu'eux, ils sont dans leur jargon. Et à vous, effectivement, de traduire dans ce que recherchent les utilisateurs, ce qu'eux vont vous donner. Et après, n'oubliez pas une chose aussi, c'est que vous, dans les contenus que vous allez produire, c'est vous allez produire des contenus sur des problématiques qui concernent vos cibles. Pourquoi? Quels sont les bénéfices de vos produits pour l'utilisateur? Quelles solutions ils apportent, etc. Donc, au fond, il faut transformer mais vous le savez certainement, il faut transformer les fonctionnalités des produits en bénéfices. Alors, c'est très abstrait tout ce que je vous dis, évidemment, et ça fait un peu recette universelle et comme si c'était facile et c'est la panacée. Parfait. Tant mieux. Super. D'autres questions? Oui, effectivement, Sandrine. Mais c'est le problème, en fait. Hein. Le problème, il est là. Alors, et il y a un autre problème, voilà, que j'ai un petit peu abordé. C'est qu'au fond, s'il n'y a pas un moment, quelqu'un dans l'organisation qui a à la fois la compétence, la crédibilité, le pouvoir, je parle bien du pouvoir, de dire ce
qui appartient en termes de contenu au marketing et ce qui appartient aux directions métiers, et que ça se fasse effectivement au fond, dans une commune acceptation, eh bien, ça restera difficile, en fait. Je pense que c'est à la fois et le problème de silo et le problème de compétition qui rend les choses difficiles. S'il y a s'il y a un réel partage à la fois des efforts, mais aussi des bénéfices derrière, c'est beaucoup plus intéressant. Et je vois dans la pratique ce à quoi je suis confrontée, c'est que bien souvent, ce qui est très difficile, c'est d'accorder et de consacrer le temps au partage de ces bénéfices, à la gratification, à la gratitude et à tout cet aspect beaucoup plus humain en fait de la gouvernance, malheureusement. D'où cette idée d'avoir parfois des dispositifs un peu plus ludiques tels que le podcast. Attention, hein, c'est pas si simple que ça non plus. Hein. On s'est retrouvé chez certains clients à faire des podcasts et quand il a fallu les faire valider après par les intervenants, où c'était beaucoup plus difficile parce que ils étaient voilà, parce que soit ils avaient ce choc radiogénique pour ne pas dire télégénique, soit ils trouvaient que ce qu'ils avaient dit était pas assez juste et donc on risquait de perdre le podcast. Donc c'est pas non plus tout à fait simple, mais au moins il y a un dynamisme là-dedans, il y a un dispositif qui est gratifiant pour tout le monde et qui pour le coup permet aussi de rentrer dans un projet de métacommunication, communication sur la communication. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le webinaire sera prêt en retranscription. Vous allez recevoir un email avec le lien de retranscription. N'hésitez pas à aller voir les autres webinars puisque nous en avons prévu quelques autres là sur les prochaines semaines jusqu'à la fin juin. Qui peuvent aussi peut-être vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un email ou vous envoyez un email à l'adresse générale de l'agence et nous y répondrons, vraisemblablement moi, et si pas une de mes collègues, un de mes collègues, dans les plus brefs délais. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Bonne journée.